Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Un matin de 1895, je venais de prendre mon breakfast avec mon ami Sherlock Holmes et je l'observais allant et venant dans le salon comme un lion en cage. Que se passe-t-il, Holmes? Vous me semblez bien nerveux. Et moi, j'admire votre calme. Comment, voici 3 jours que nous sommes bloqués par ce brouillard à couper au couteau et vous supportez cela avec le sourire? Rien ne vous empêche de sortir. La vie n'est pas arrêtée pour autant. Que voulez-vous que j'aille faire à travers cette purée de pois? On ne voit pas à 3 mètres. Le temps rêvé pour les malfaiteurs, hein? Allez donc courir après. Brouillard, manteau du crime. Joli titre pour un roman. Ah. Non, ne vous dérangez pas, je vais s'ouvrir. Bonjour. Merci. Bien. Un télégramme. C'est de mon frère. Viens me voir d'urgence au sujet de Cadogan West, signé Mycroft. Ah, Monsieur Mycroft Holmes a besoin de son petit frère. Oui, apparemment, oui. Mais il me parle de ce Cadogan West comme si c'était une célébrité. Ce nom-là vous dit quelque chose, à vous, Watson? Ben voyons, c'est le jeune homme qui a été trouvé mort mardi matin dans le métro. Ah, oui, je me souviens, oui. Mais quel rapport peut-il avoir avec mon frère? Ce Cadogan West travaillait à l'arsenal de Woolwich. Ah, oui, tout s'explique. Mon frère est un gros bonnet de l'amirauté. Il a peut-être été chargé d'enquêter sur la mort de ce jeune collaborateur, mais si je me rappelle bien, il s'agit d'une mort très banale. Oh, mais non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai eu le temps de lire les journaux, moi, depuis 3 jours. J'écris pas comme vous un essai sur la musique au Moyen-Âge. Et qu'avez-vous vu dans ces journaux? Les différents résultats de l'enquête. Ce Cadogan West avait 27 ans, et il était célibataire. En fait, il est tombé pendant que le métro était en marche, et c'est dans sa chute qu'il s'est tué. Il habitait Woolwich, tout près de l'Arsenal. Or, lundi soir, à 7h30, il était dans la rue avec sa fiancée. Soudain, sans prévenir, il abandonne la jeune fille et se sauve en courant. Impossible de le suivre tellement le brouillard était épais. Voilà, on ne sait rien de plus, si ce n'est que son corps a été découvert à Londres sur la voie du métro, pas très loin de la station Aldgate. À quelle heure? Vers 6h du matin, mardi. La tête était fracassée. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'il est tombé. Reste à savoir si à ce moment-là, il était encore vivant ou déjà mort. Quelqu'un l'a peut-être poussé? Oui. Sait-on à quelle station il est monté? Non. Et son billet? Il n'avait pas de billet. Ou bien quelqu'un le lui a pris dans sa poche pour rendre les recherches plus difficiles? Oui. Pourtant, il semble qu'on ne lui ait rien volé. On a trouvé sur lui son porte-monnaie avec de l'argent dedans, son carnet de chèques, 2 places de premier balcon pour le théâtre de Woolwich, valables lundi soir, et une enveloppe contenant des papiers techniques. Des papiers techniques? Oui. Et vous ne le disiez pas? L'arsenal, des papiers techniques. Je ne m'étonne plus que mon frère me demande d'urgence. Allez, vite, Watson, vite. Mettons nos carricks et filons à l'amirauté. Vous voulez, Watson? Nous sautons dans un cab qui a bien du mal à se frayer un passage à travers une sorte de mur jaunâtre troué de becs de gaz et hanté de spectres, et nous arrivons enfin devant le bâtiment où le frère de Sherlock Holmes occupait un poste éminent. Par ici, monsieur. Entrez. Bonjour, Mycroft. Bonjour, vieux Sherlock. Merci d'être venu si vite. Tu ne connais pas encore mon ami Watson, je crois. Non, enchanté de vous voir, docteur. Mon frère m'a beaucoup parlé de vous et je dois dire que vous m'inspirez une profonde admiration. Oh, mon Dieu, je soigne mes malades aussi bien que je peux. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Je ne doute pas que vous soyez un excellent médecin. Mais je vous admire surtout de pouvoir vivre en bonne intelligence avec Sherlock, qui, avouez-le, est un fiefé original. L'estime que je lui porte arrange bien des choses. Oh, Lestrade, comment allez-vous? Monsieur? Mais dis-moi, Mycroft, si tes affaires sont entre les mains de Scotland Yard et plus particulièrement de notre ami Lestrade, ma présence est inutile. Non, c'est moi qui l'ai sollicité, monsieur Holmes. Nous nous trouvons devant un problème insoluble, en plein brouillard. Cette saison, mon cher. Voyons un peu de quoi il s'agit. Asseyez-vous. Merci. Je connais par les journaux les grandes lignes de cette affaire. Mais tout de suite une question. Quels étaient ces papiers techniques trouvés dans la poche de ce Cadogan West? Les plans du sous-marin Bruce Partington.
Oui. La technique en est entièrement nouvelle. Elle fait l'objet de 10 brevets séparés dont chacun est indispensable pour la réalisation de l'ensemble. Les plans étaient enfermés dans le coffre d'un bureau de l'arsenal de Woolwich. Portes et fenêtres étaient inviolables et ces documents ne devaient sortir sous aucun prétexte. On ne pouvait les consulter que sur place, dans le bureau. Et malgré toutes ces précautions, nous les retrouvons dans la poche d'un jeune secrétaire mort et en plein cœur de Londres. Vous les avez récupérés? Il en manque 3, les plus importants. Sherlock, il nous les faut absolument. Il y va de l'intérêt national. Pourquoi ce Cadogan a-t-il volé des plans? Où se trouvent les 3 qui manquent? À la suite de quoi est-il mort? Comment son cadavre est-il arrivé à l'endroit où on l'a trouvé et de quelle façon le mal peut-il être réparé? Résous chacun de ces problèmes et tu auras bien mérité de la patrie. Nous paierons d'ailleurs le prix qu'il faudra. L'argent est parfois utile, mais dans des affaires de ce genre, il n'y a pas que l'argent. Je sais, il faut aussi de l'intelligence et de la méthode, et grâce à Dieu, tu n'en manques pas. Je tiens à cette famille. Admettons. Je mets à votre disposition, Monsieur Holmes, les renseignements que j'ai déjà recueillis. Je vous remercie, Lestrade. Je sais que vous me serez d'un grand secours. J'aimerais d'abord savoir qui était responsable de ces plans. Sir James Walter, expert des gouvernements. Ses décorations et ses titres le mettent à l'abri de tout soupçon. Il est l'un des 2 hommes à posséder une clé du coffre. Lundi, pendant les heures de travail, les plans étaient dans le bureau. À 4 heures, Sir James les a enfermés lui-même dans le coffre sous les yeux des techniciens. Et il est parti pour Londres en emportant sa clé. Et il a passé toute la soirée chez l'amiral Sinclair, pendant que le vol avait lieu. Ceci a été vérifié, Lestrade. Oui, Bill, le frère de Monsieur James Walter, le colonel Valentin Walter, a témoigné de son départ de Woolwich et l'amiral Sinclair de son arrivée à Londres. La responsabilité de Sir James n'est donc pas en cause. Et qui possédait l'autre clé? Le plus âgé des secrétaires de l'amirauté, M. Sidney Johnson. 40 ans, marié, 5 enfants, moralité inattaquable. Lundi soir, il n'a pas bougé de chez lui et la clé n'a jamais quitté sa chaîne de montre. Bien. Qui était exactement ce Cadogan West? L'adjoint de Sidney Johnson. C'était un garçon très compétent et profondément honnête, mais impulsif, prompt à la colère. Un jour, il a giflé un de ses confrères qu'il avait calomnié. Nous avons dû lui infliger un blâme. À part cet incident, nous n'avons jamais rien eu à lui reprocher. Ses fonctions l'obligeaient à consulter les plans du sous-marin? Oui, tous les jours. Étant donné qu'ils ont été trouvés sur son cadavre, il y a tout lieu de croire que c'est lui qui les a volés. Au moyen d'une fausse clé? De plusieurs fausses clés. Car s'il s'est introduit dans le pavillon où se trouve le bureau d'études, il lui a fallu également ouvrir la porte d'en bas et celle du bureau. Dans ce domaine, rien d'impossible, en effet. Cadogan West a volé les plans. Il les a emmenés à Londres pour qu'un agent étranger les photographie immédiatement. Son intention était certainement de revenir assez tôt pour les remettre dans le coffre. C'est au retour qu'il a trouvé la mort. Quelqu'un l'a tué et jeté hors du wagon. Attention. On a trouvé son corps près de la station Aldgate. Mais cette station est bien au-delà de celle de London Bridge. Et c'est pourtant là qu'il aurait dû descendre pour prendre le train de Woolwich. C'est exact. Et la récompense de sa trahison, on aurait dû trouver sur lui une grosse somme d'argent. Et puis, s'il avait un rendez-vous avec un agent étranger, il aurait gardé sa soirée libre. Comment expliquez-vous les 2 billets de théâtre? Une feinte, parbleu. Peut-être, mais pourquoi avoir quitté sa fiancée si brusquement? Il lui a dit qu'il ne pouvait pas passer sa soirée avec elle. Ils se sont disputés, il est parti. Et pourquoi n'a-t-on pas trouvé sur lui son billet de métro? Il devait être avec quelqu'un qui aura pris au guichet 2 billets et les aura gardés dans sa poche. Il était certainement très tard, se trouvant seul dans le wagon, l'autre l'a tué et lui a repris l'argent. Et puis il a ouvert la porte et il a précipité le cadavre sur la voie. Cette explication me semble logique. Ce cher Lestrade a réponse à tout. Et s'il ne se trompe pas, l'affaire est close. Le traître est mort et les plans du sous-marin sont déjà de l'autre côté de la Manche. Pourtant, j'ai comme une intuition que tout n'est pas dit. Certains détails demeurent inexpliqués. Et de toute façon, il s'agit de récupérer les plans s'il n'est pas trop tard. Alors, tu acceptes de prendre cette affaire en main? Disons que j'accepte d'apporter à Lestrade ma modeste collaboration. 1 heure plus tard, Lestrade, Holmes et moi, nous nous trouvions sur les rails du métro en plein air, là où la voie sort du tunnel, à une 50aine de mètres de la station Aldgate. Le chef de gare nous accompagnait.
Voici, messieurs, la place où un vérificateur de voix a découvert le corps. C'est-à-dire sur le ballast, à 1,50 m du rail. Où il est tombé d'un wagon, ce n'est pas douteux. Est-ce que les wagons de cette ligne ont été examinés? Oui, tous. Nous n'avons rien trouvé de normal. Aucune trace de sang? Non, nulle part. D'ailleurs, sur la voie, il n'y en avait pas non plus, enfin, si peu. Avez-vous recueilli des témoignages intéressants? Rien qui mérite d'être signalé, sauf toutefois la déclaration d'un voyageur qui se trouvait dans une des rames un peu après minuit. Il aurait entendu le bruit d'une chute lourde, comme celle d'un corps tombant sur la voie. Mais il y avait tellement de brouillard qu'il n'a rien vu. À quel endroit a-t-il entendu ce bruit? Ici même, avant que la rame n'arrive à Aldgate. Or, ici, messieurs, autant que ce damné brouillard permet de nous en rendre compte, les rails forment une courbe assez prononcée, et il y a un aiguillage. Monsieur le chef de gare, y a-t-il sur la ligne d'autres courbes et d'autres aiguillages? Non, monsieur. Dans ce cas, je tire 2 conclusions. Lesquelles? Primo, le corps n'est pas tombé de l'intérieur du wagon. Secondo, il ne pouvait pas ne pas tomber ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tiens, voici justement une rame de métro qui arrive. Attention, regardez-la bien, c'est elle qui va nous le dire. Oui, c'est bien ce que je pensais. Et que pensiez-vous, monsieur Holmes? Il est trop tôt pour vous le dire. Au revoir l'estrade. Sitôt que j'ai du nouveau, je vous fais signe. Et sans vouloir remarquer l'air ahuri de l'inspecteur, Sherlock Holmes suivit rapidement la voie pour gagner la station Aldgate. Nous sortîmes du métro et j'allai avec lui jusqu'à un bureau de poste où, à l'intention de son frère, il rédigea ce télégramme. Envoie-moi liste complète espions connus en Angleterre et leurs adresses. Signé Sherlock. Une demi-heure plus tard, nous étions tous les deux dans le train de Woolwich. J'observais mon compagnon. Regardez un chien courant dans un chenil. Il a les oreilles basses et la queue tombante. Regardez le même chien sur une piste. Il a les yeux luisants et tous les muscles tendus. Tel était maintenant mon ami Sherlock Holmes. Cette affaire devient passionnante, Watson. J'en ai la certitude maintenant. L'homme a été tué ailleurs et son cadavre n'était pas dans un wagon. Alors où était-il? Sur le toit. Et s'il est tombé à l'endroit que nous avons vu tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un virage. Et que dans un virage, les voitures penchent légèrement. Et qu'il y a un aiguillage. Et que sur un aiguillage, les voitures sont secouées. Voilà ce qui a facilité le glissement du corps depuis le haut du toit jusque sur le ballast. Vous avez certainement raison. Quant aux traces de sang, elles sont presque nulles. C'est la preuve que la plus grosse quantité a été perdue ailleurs. Ceci explique également l'absence du billet. Si le corps a été jeté sur le toit... Évidemment. Maintenant, il nous reste à savoir de quelle façon et dans quelles circonstances ce pauvre garçon a été assassiné. Arrivé à Woolwich, Sherlock Holmes nous fit conduire à l'arsenal afin d'interroger Sir James Walter, expert du gouvernement et responsable du bureau d'études. Bien qu'il fût 2 heures de l'après-midi, on ne l'avait pas vu depuis la veille. On nous indiqua son domicile personnel, une superbe propriété sur les bords de la Tamise. Ce fut son frère, le colonel Valentin Walter, qui nous accueillit dans le salon. Soyez le bienvenu, monsieur Holmes. Je suis heureux d'apprendre que vous vous occupez de cette malheureuse affaire. Puissiez-vous arrêter les criminels avant qu'une puissance étrangère ait pu utiliser ces plans? Je ne négligerai rien pour cela, mon colonel, soyez-en sûr, mais c'est surtout votre frère que j'aimerais interroger. Hélas, monsieur Holmes, vous arrivez trop tard. Mon frère est mort il y a 1 heure. Mort? Oui. Il mettait son honneur au-dessus de tout, et ce vol de plans dont il était responsable a provoqué chez lui une crise cardiaque qui lui a été fatale. Un malheur, vous le voyez, n'arrive jamais seul. J'espérais de lui quelques indications susceptibles de m'aider. Pour lui, comme pour nous, l'énigme était totale, monsieur Holmes.
Il avait dit à la police tout ce qu'il savait. Et, quoique douloureusement surpris, il était persuadé de la culpabilité de Cadogan West. Rien, en effet, ne semble devoir plaider en sa faveur. C'est également votre opinion? Je ne connais les affaires de mon frère que dans la mesure où il voulait bien m'en parler. Nous habitions ensemble et nos conversations roulaient sur un grand nombre de sujets, mais assez rarement sur son propre travail. Bien entendu, je respectais sa discrétion, et je n'ai jamais eu d'éléments qui me permettent de porter un jugement sur ce Cadogan West. Je vous transmets l'opinion de mon frère, c'est tout. Je vous remercie, mon colonel. Quand nous nous sommes retrouvés seuls sur le seuil de la propriété, Sherlock Holmes alluma sa pipe. Voilà un coup de théâtre pour le moins imprévu. Qu'en pensez-vous, Watson? Oui. Je me demande si cette mort est naturelle. Il s'agit peut-être d'un suicide. Dans ce cas, ce serait chez Sir James Walter l'aveu d'une faute grave, ou tout au moins d'une sérieuse négligence. Enfin, l'avenir nous l'apprendra. En attendant, allons chez Cadogan West. Vous connaissez l'adresse? Oui, mon frère me l'a inscrite sur un papier. Une voiture nous arrêta devant une petite maison précédée d'un jardin. C'est la fiancée de Cadogan qui nous reçut. Je ne comprends rien à cette chose affreuse, monsieur Holmes. Cadogan était le garçon le plus honnête, le plus loyal qui soit. Il se serait fait tuer plutôt que de vendre un secret appartenant à notre pays. Interrogez tous ceux qui l'ont connu. Ils vous diront qu'il est insoupçonnable. Pourtant, les faits sont là, mademoiselle. Bien sûr. Aussi, je n'y trouve aucune explication. Avait-il des besoins d'argent? Mais non. Il avait des goûts simples et son salaire était plus qu'honorable. En vue de notre mariage, il avait économisé plusieurs centaines de livres et nous n'aurions pas été malheureux, loin de là. Et depuis quelque temps, il ne semblait pas préoccupé? Non. Je vous en prie, mademoiselle, ne me cachez rien. Si, hélas, je ne peux pas vous rendre votre fiancé, je pourrais peut-être laver sa mémoire d'un odieux soupçon, mais pour cela, il faut que vous m'aidiez. Eh bien oui, monsieur Holmes. Depuis une semaine, il me paraissait inquiet. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a répondu qu'il s'agissait de son métier et que la chose était trop grave pour s'autoriser à m'en parler. Et c'est la seule conversation que vous avez eue à ce sujet? Une ou deux fois, j'ai eu l'impression qu'il était sur le point de me dire quelque chose. Et enfin, un soir, il m'a avoué qu'il s'agissait d'un secret très important concernant la défense nationale et que des espions étrangers paieraient cher pour le connaître. Et puis? Il a ajouté que les services intéressés étaient bien négligents et qu'il ne serait pas tellement difficile à un traître de voler certains plans. Et quand vous a-t-il fait cette confidence? Dimanche dernier. Bien. Parlez-moi maintenant de votre dernière soirée. Nous allions au théâtre et le brouillard était si épais qu'il n'était pas question de prendre un cab. Nous marchions donc et nous sommes passés tout près du bureau de Cadogan. Tout à coup, il m'a quitté et il a disparu dans le brouillard. Sans rien dire? Il a poussé une exclamation, c'est tout. J'ai attendu, et au bout d'un quart d'heure, ne le voyant pas revenir, j'ai couru jusqu'ici pour voir s'il n'était pas rentré chez lui. Ses parents ne l'avaient pas vu depuis le matin. Nous avons attendu ensemble, terriblement inquiets, ne sachant que penser. Je suis enfin rentré chez moi et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et ce matin, j'ai appris l'horrible nouvelle. Je vous en supplie, monsieur Holmes, prouvez à tout le monde qu'il est innocent. Moi, j'en suis tellement sûr. Dans le cab qui nous ramenait à l'Arsenal, Sherlock Holmes faisait la grimace. Tout ceci, Watson, est assez défavorable à ce jeune homme. Quoi qu'en dise la petite, ce projet de mariage fournit au vol des plans un mobile assez sérieux. Il avait probablement besoin d'argent. L'idée de ce vol lui courait dans la tête puisqu'il a commis l'indiscrétion d'en parler à sa fiancée. Même un soupçon, même une inquiétude, on les garde pour soi quand on occupe un poste aussi délicat. Oui. Oui, mais pourquoi planter là cette jeune fille en pleine rue et foncer pour commettre un vol de cette importance? Oui, vous avez raison. En tout cas, c'est une affaire passionnante à débrouiller. À l'Arsenal, nous fûmes introduits dans le bureau de M. Sidney Johnson, un petit homme maigre et rébarbatif. Ses mains tremblaient. Je viens d'apprendre que le patron est mort, c'est épouvantable. Et puis ce suicide de Cadogan West et le vol des plans. 3 désastres coup sur coup. Il y a de quoi perdre la raison. Avez-vous l'impression que ce West était coupable? Je n'ai aucune impression. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on me laisse tranquille. Je suis navré, monsieur, mais il faut répondre à mes questions. J'ai tout dit à la police ce matin. Vous ne voulez tout de même pas que je recommence? C'est probablement nécessaire. Il y a un procès verbal. Lisez-le.
Vous avez prononcé le mot suicide. Vous pensez que Cadogan West s'est donné la mort? Après son crime, c'était ce qu'il avait de mieux à faire. Et maintenant, tout ici va être désorganisé. Ce sera un beau gâchis. Vous étiez le seul, avec Sir James Walter, à posséder une clé du coffre, n'est-ce pas? Oui. Et puis après, vous n'allez tout de même pas m'accuser d'avoir volé les plans. Je m'étonne de votre attitude, monsieur. Vous devriez accueillir avec sympathie un homme décidé à tout tenter pour découvrir la vérité. Scotland Yard, qu'est-ce que vous en faites? Je suis ici sur l'ordre du ministère. Vous n'avez qu'à vous incliner et répondre à mes questions, c'est tout. Si ça vous amuse. Déjà, un nommé Lestrade a fouillé ce matin ma maison de fond en comble, comme si j'étais un criminel. Si vous croyez que c'est agréable... Dites-moi, il n'y a pas de gardien affecté à ce bâtiment? Si, mais en même temps, il en surveille d'autres. Le voleur a profité qu'il était ailleurs, et puis avec ce brouillard... Quel genre d'homme est-ce? Qui? Ce gardien. Lui aussi, le pauvre homme, vous allez le soupçonner? Mon métier est de soupçonner tout le monde, monsieur. C'est un vieux soldat qui n'est pas assez intelligent pour commettre un vol de cette envergure. Bon. En supposant que Cadogan West ait voulu pénétrer dans le bâtiment après la fermeture, il lui aurait fallu 3 clés, n'est-ce pas, pour parvenir jusqu'au plan enfermé dans le coffre. Oui. La clé de la porte extérieure, celle du bureau et celle du coffre. Sir James et vous étiez les seuls à posséder ces 3 clés. Non, moi je n'avais que celle du coffre. On n'avait probablement pas assez confiance en moi pour me donner les 3. Sir James était un homme d'ordre. Naturellement, il avait toujours ses 3 clés sur le même anneau. Quand il allait à Londres, est-ce qu'il emmenait toujours ses clés? Certainement. Une dernière question. Les 3 plans qui manquent, sont-ils les plus importants? Certes, oui. Quelqu'un qui posséderait ces 3 plans, mais qui n'aurait pas les 7 autres, pourrait-il quand même construire un sous-marin Bruce Partington? Impossible. Je vous remercie. Sherlock Holmes examina la serrure du coffre, la porte du bureau et les volets métalliques de la fenêtre. Puis il sortit. Dehors, sur une pelouse, il remarqua un arbre assez haut. Venez voir, Watson. En montant sur cet arbre, quelqu'un peut très bien voir ce qui se passe dans le bureau du coffre. Ce bureau étant au premier étage, il n'est pas nécessaire de grimper bien haut. Oui, mais si les volets étaient fermés? Les fentes sont suffisamment larges pour suivre les allées et venues de quelqu'un dans la pièce. Tenez. Qu'est-ce que je vous disais? Quoi donc? Là. Vous ne voyez pas que l'arbre est écorché ici? Et là? Et encore là? Les traces sont toutes fraîches. On est monté à cet arbre tout récemment. J'admirais une fois de plus les facultés d'observation de mon ami Sherlock Holmes, et avant de quitter Woolwich, à la gare, il interrogea l'homme du guichet, et qui nous confirma que Cadogan West avait pris un billet le lundi soir à 8h05 pour Londres. Il le connaissait bien, et il avait remarqué chez lui une sorte de fébrilité qui l'avait surpris. Nous regagnons Londres, et en rentrant chez nous, à Baker Street, une lettre du frère de Sherlock Holmes nous attendait. Il me donne les noms et adresses des espions que je lui ai demandés à midi par télégramme. Voyons... Les seuls capables d'une opération de cette envergure sont Adolphe Meyer, 13 Great George Street, Louis Larotière, Camden Mansions, et Hugo Oberstein, 23 Caulfield Gardens. Ce dernier était à Londres lundi, et l'on m'assure qu'il est parti. Nous attendons de tes nouvelles avec impatience. Bien à toi, Mycroft. Bon, Watson, vite, passez-moi le plan de Londres qui est là-bas, sous mes symphonies de Beethoven. Ouais. C'est pas une place pour un plan. Ah, vous l'avez? Oui, voilà. Bon, donnez. Ouais. Voilà. Caulfield Gardens. Voilà. Oh, merveilleux, Watson, merveilleux. Quoi donc? Venez vite, ne perdons pas une seconde, filons là-bas. Depuis la tombée de la nuit, un vent assez violent s'est élevé. Peu à peu, il avait balayé le brouillard, et quand nous nous trouvâmes dans la rue, le ciel était criblé d'étoiles, et le clair de lune caressait les toits des maisons. Sherlock Holmes jeta au cocher l'adresse de Caulfield Gardens
Et 20 minutes plus tard, nous faisions à pied le tour de l'hôtel particulier occupé par l'espion international Hugo Oberstein. Que voyez-vous, Watson, derrière cet hôtel? Une voie de métro? Eh oui. Et à cet endroit, cette voie n'est pas souterraine. Et comme vous pouvez le constater, les fenêtres du derrière de la maison de Bernstein donnent directement sur cette voie. Et je m'en souviens parfaitement pour l'avoir constaté moi-même à plusieurs reprises. Les rames de métro s'arrêtent ici, parfois pendant plusieurs minutes, à cause d'un croisement de lignes qui est tout proche. C'est exact, je me le rappelle aussi. Conclusion, il est probable que le cadavre de Cadogan West a été jeté d'une de ces fenêtres, sur le toit d'un wagon momentanément arrêté. Et le brouillard a rendu l'opération parfaitement invisible. Je crois vous avoir déjà dit, Holmes, que je vous tenais pour un homme extraordinaire. Vous aurez raison, Watson, si j'arrive au bout de cette histoire, mais nous avons encore pas mal de barrières à sauter. Et pour commencer, le mur que voici. Vous voulez entrer dans la maison de l'espion? Eh oui, et j'espère bien que vous allez m'accompagner. Hein? Allez, grimpez, Watson. Mais que voulez-vous y faire? Et m'instruire. Enfin, il faut d'abord être sûr qu'il n'y a personne. Je n'aperçois aux fenêtres aucune lumière. Hein? Et puis, nous verrons bien. Et nous nous trouvons dans une cour. Aussitôt, sortant de la poche de son carrick un énorme trousseau de clés, Sherlock Holmes se met en devoir d'ouvrir la porte de la maison. Le métier de cambrioleur n'ayant, nous l'avons déjà vu, aucun secret pour lui, la serrure cède et nous entrons. La maison est vide. Aucun meuble nulle part. Le sinistre d'une vaste demeure où personne ne vit. Peut-être seulement dans une ou deux pièces là-haut. Arrivé au premier étage, Sherlock Holmes allume sa lanterne sourde et tout de suite à gauche, nous entrons dans une pièce vide qui donne sur l'arrière de la maison. Ouvrez la fenêtre, Watson. Hé, venez voir. Sur le bord de cette fenêtre, ces taches de sang. Mon Dieu, c'est par là qu'ils ont jeté le cadavre. Qu'est-ce que je vous disais? Tenez, écoutez, le métro arrive. Vous aviez raison, les rames s'arrêtent sous cette fenêtre. Et remarquez qu'entre le bas de la fenêtre et le toit du wagon qui est au-dessous de nous, il y a à peine 1,50 m. Y déposer un cadavre, même par un temps de brouillard, n'est qu'un jeu. Les bandits. Voyons maintenant ce qu'il y a derrière cette autre porte. Ah, enfin une pièce meublée. Oui, une chambre qui doit servir de bureau. Sherlock Holmes examina chaque meuble et le contenu de chaque tiroir. Rien d'intéressant. Au bout d'une heure de recherche, il n'était pas plus avancé. Soudain, il découvrit une petite cassette en fer blanc. Il força la serrure. À l'intérieur, il y avait quelques rouleaux de papier. Ouais. Rien que des chiffres. Ah, si, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pression de l'eau, oui. Et là, pression au centimètre carré. Il s'agit peut-être du sous-marin. Non, tout ça n'a aucun intérêt. Ah, cette enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, ce sont des coupures de journaux. Oh, Watson, regardez. C'est une série de messages dans la colonne des annonces du Daily Telegraph. Attendez, d'accord pour les conditions, signé Tom. Argent liquide sera versé contre marchandises. Tiens, et celle-là. Lundi soir, après 9 h, 2 coups. Nous serons seuls, paiement cash.
Voilà comment Oberstein correspondait avec le traître. Watson, quelle heure est-il? 7h30. Allons vite au dédit télégraphe. Pourquoi faire? Pour mettre une annonce, pardi. Le lendemain matin, Sherlock Holmes rendit compte à son frère et à Lestrade du travail qu'il avait accompli. Parbleu, c'est pas malin. Nous, dans la police officielle, nous n'avons pas le droit de sauter les murs. Il nous faut un mandat régulier. Eh bien, vous allez en faire préparer un immédiatement. Il n'y a que le nom que vous laisserez en blanc. Pour arrêter qui? Je n'en sais rien, mais nous serons fixés ce soir après 9h. J'ai donné rendez-vous au traître. Comment ça? Tenez, voici le Daily Telegraph d'aujourd'hui. Lisez cette petite annonce. Ce soir, même heure, même endroit, 2 coups, nous serons seuls. Importance vitale en raison, complications. Signé Tom. Croyez qu'il viendra? J'en suis sûr. Vous soupçonnez quelqu'un? Ce Johnson ne m'a pas l'air très franc du collier. Mais drôle de bonhomme, en effet. Et le soir, à 9h moins le quart, Lestrade, Sherlock Holmes et moi, nous étions dans le bureau d'Oberstein. Nous avions allumé le gaz, et la lumière vive devait s'apercevoir de la rue. 1 heure passa. Le temps semblait affreusement long. Lestrade et moi nous regardions nos montres toutes les 2 minutes. Seul Sherlock Holmes avait l'impassibilité du sphinx. Comme il en avait décidé, nous avions tous les 3 enlevé nos chaussures. Soudain... C'est lui. Descendons sans faire de bruit. J'ouvre la porte sans me montrer, et sitôt que le type est entré, nous lui jetons cette couverture sur la tête et nous l'amenons jusqu'ici. Venez. Nous descendons avec précaution et nous nous cachons de chaque côté de la porte. Et Sherlock Holmes ouvre. La couverture, vite! Voilà, ça y est, je lui ai passé les menottes. Maintenant, montons-le. Allez, par ici, mon bonhomme. Allez. À demi étouffé sous la couverture et les mains immobilisées par les menottes, le traître se laissa faire. Il monta docilement et nous nous trouvâmes enfin dans le bureau sous la lumière du gaz. Enlevez-lui cette couverture, que nous voyons un peu à qui nous avons affaire. Voilà. Oh! Colonel Walter. Monsieur Holmes. J'avoue, messieurs, que ce n'était pas l'oiseau que j'attendais. Mais je comprends tout maintenant. Comment, colonel Walter, en êtes-vous arrivé à trahir votre pays? Mais, monsieur Holmes... Inutile de nier. Nous connaissons votre correspondance et vos relations avec Oberstein. Vous aviez pris l'empreinte des clés de votre frère, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez besoin d'argent? Oui. Une dette de jeu. Vous êtes descendu à l'Arsenal lundi soir, et malgré le brouillard, Cadogan West vous a aperçu et il vous a suivi. Oui. Du haut d'un arbre, il vous a vu ouvrir le coffre, et s'il n'a pas donné l'alarme, c'est qu'après tout, il était possible que votre frère vous eût chargé de porter ses plans à un personnage officiel. Mais depuis quelque temps, Cadogan West vous soupçonnait, n'est-ce pas? Oui. Alors il vous a suivi, et comme il connaissait le nom et l'adresse des principaux espions dont l'Arsenal avait plus particulièrement à se méfier, quand il vous a vu entrer chez Oberstein, il a réagi violemment. Oui, il s'est précipité sur la porte entrouverte pendant que j'entrais, et Oberstein l'a assommé. Sale boîte. Et puis, que s'est-il passé? Ah, parlez. Vous devriez savoir que c'est pour vous le seul moyen d'espérer quelque indulgence. Oberstein a photographié 7 plans. Et il a voulu garder les 3 qui restaient, les plus importants. Affolé, j'ai discuté, lui démontrant que si je ne rapportais pas les plans à l'Arsenal avant le matin, c'était la catastrophe. Mais Oberstein a été intraitable. Pour pouvoir vendre le tout, il lui fallait au moins produire 3 originaux. Alors, devant mon désespoir, il eut une idée. Il a glissé les 7 plans qu'il venait de photographier dans la poche du cadavre en disant « Quand on le trouvera, c'est le petit qui endossera toute l'affaire. » Et puis il a jeté le corps sur le toit d'un wagon de métro. Oui. Compliment, joli travail. Et votre pauvre frère vous a soupçonné? Oui. Il n'a pas résisté au chagrin que je lui ai fait. Lestrade, enlevez-lui ses menottes qu'il puisse écrire tout de suite une lettre à Oberstein. Moi? Pour lui dire quoi?
Vous connaissez son adresse? Oui, Hôtel du Louvre à Paris. Prenez cette plume et dites-lui qu'il manque au plan un détail essentiel concernant les valves, que vous ne pouvez pas aller le voir parce que votre absence paraîtrait insolite, qu'il revienne pour 24 heures avec les 3 plans. Vous l'attendez ici après-demain à 9 heures. Et je serais bien étonné s'il ne venait pas. Et Oberstein est venu. Il est tombé dans la souricière et nous avons récupéré les plans. Il en a pris pour 15 ans et le colonel Walter est mort en prison. Voilà, mes chers amis, cette étonnante histoire des plans du Bruce Partington, où mon ami Sherlock Holmes fit une fois de plus la preuve de son extraordinaire maîtrise. J'ai su indirectement qu'il avait été invité au palais de Buckingham et que pour lui manifester sa reconnaissance, la reine Victoria elle-même lui avait offert une magnifique émeraude. Et comme un jour j'admirais cette pierre, il me dit en rougissant. Oh, vous n'y connaissez rien. C'est une babiole en toque que j'ai achetée pour m'en faire une épingle de cravate.